Alors, avant d'être un succès publicitaire et l'utilisation d'une icône, c'est le marketing moderne le plus achevé. C'est-à-dire qu'il y a un concept qui est un concept de club, d'exclusivité sur un marché qui tente à se banaliser. Il y a un goût que les gens veulent retrouver, c'est le goût de l'espresso. Il y a l'attachement et la spécificité de ce mot espresso qui est générique à Nestlé pour devenant Nespresso. Donc tout ça est cohérent, tout ça est propre, tout ça est élégant, tout ça est extrêmement haut de gamme, tout cela est cher et tout ça est sans arrêt justifié par tous les éléments du mix. Quand vous allez dans un magasin Nespresso, vous êtes même peut-être pris à la gorge par tant de marketing parfait et tant de services. C'est aussi l'avènement d'une marque qui n'est plus seulement une marque de café, mais une marque de service, puisque c'est un club. Et ça, c'est aussi une innovation extraordinaire. C'est l'avènement c'est amener les gens dans un système. Ils l'appellent même le système Nespresso, mais un système qui leur rend service, parce que c'est du café de meilleure qualité, parce qu'il est très bon, et puis qu'il offre des variétés à travers une standardisation extrême du look and feel, mais une variété de goûts et du renouvellement marketing. Avec un équipement, et ça c'est plutôt le système employé par Gillette, un équipement qui n'est pas si cher que ça, pour des capsules qui à l'unité ne sont pas chères, mais finalement une consommation de café qui prend beaucoup de valeur, mais qui rend des services aux gens parce qu'ils sont heureux d'offrir ou de s'offrir ce café de meilleur goût et qui leur rappelle le café du coin. Depuis assez longtemps, l'imaginaire est un imaginaire très premium et très haut de gamme qui est à la convergence du voyage. On se souvient de l'intransigeant colonialiste M. Jacques Vabre qui allait sélectionner durement les bonnes graines de café devant des autochtones un peu affolés. C'était une imagerie un peu dure d'ailleurs, et sans doute dépassée. Et puis ensuite, l'extrême sensualité des films, de nombreux films Maison du Café, dont on se souvient. Et puis Nescafé, de Nestlé également, avec Le Train dans la Cordillère des Andes, où il y avait une atmosphère de sensualité, la sensualité étant l'expression du goût, en images, qu'on ne peut pas démontrer, et le voyage qui est l'expression de l'origine. Ce sont ça les deux éléments fondamentaux. Alors, la réinvention de ce marketing-là, c'est le système Nespresso, mais qu'à un moment, il faut incarner. Et il faut l'incarner, et là, c'est une difficulté, et là, c'est un pari qui est quand même très réussi, c'est de l'incarner dans quelqu'un qui donne envie, dans quelqu'un qui est posé comme le moment du café, dans un imaginaire qui est là moins féminin mais beaucoup plus masculin puisque c'est George Clooney, et puis dans une relation. Parce que le café, ce qui est sensuel aussi, c'est qu'on l'offre et on le partage. Et la relation face à l'amant universel rêvé de beaucoup de femmes et face au modèle de virilité pour beaucoup d'hommes qu'est George Clooney est effectivement très, très juste. Et puis dans ce moment de partage délicat qui exprime dans la quiétude le moment de pause qu'est le café. Mais une pause un peu bizarre, c'est la pause de la sensualité, et encore une fois, la sensualité, ça veut dire le goût. La réussite, elle est un peu complète, parce que c'est une réussite marketing. Franchement, je pense que si beaucoup d'entre nous, et moi je ne me souviens plus de ma réaction, et je préfère pas m'en souvenir, on avait dit qu'on allait vendre aussi cher un produit quotidien et qu'on allait réinventer et qu'on allait vendre des millions de machines à des gens pour leur vendre des capsules dans un système exclusif, que tout ça coûterait beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'ils n'ont jamais payé dans la catégorie, en masse, puisque c'est du mass premium, c'est comme, ça me fait penser à Lindt ou d'autres marques d'ailleurs du goût et de la sensualité, et bien ça c'est un exploit. Et après, ce qui est un exploit aussi, c'est l'avènement d'une marque qui n'est plus seulement une marque de grande consommation, mais devient une marque service. Et probablement les lignes entre le service et la grande consommation vont de plus en plus disparaître avec la digitalisation, avec l'e-commerce, et que ça porte un vrai défi à l'ensemble des marques de grande consommation. À tel point que la manière dont l'a géré Nestlé, c'est en isolant le marketing de Nespresso pour en faire une start-up
parce qu'il savait que les gens qui étaient habitués à vendre à la grande distribution et dans ces schémas-là ne pouvaient pas réussir dans un paradigme radicalement nouveau. Et ils ont eu le courage de laisser ceux qui étaient capables de faire cette start-up le faire. Le café, c'est de la sensualité, c'est de l'origine, mais maintenant, ça va être aussi m'apporter chez moi la qualité que j'ai dans le café du coin. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième inspiration, et je dirais c'est même du génie, la deuxième inspiration, c'est qu'on crée un nouveau concept, et là encore, on ne sépare pas le service du produit. Le goût de l'atmosphère d'un magasin Nespresso. La qualité du service, de la qualité et de la beauté du design de chaque capsule. La troisième chose qui est très liée à ce que je viens de dire, c'est la qualité de l'exécution. Un leaflet chez Nespresso, c'est sublime. Un mailing, c'est même presque énervant tellement c'est beau. C'est presque un peu trop snob, mais on sait que les produits sont de qualité. Et donc, il y a vraiment même une difficulté à copier Nespresso, malgré le fait que les brevets soient tombés dans le domaine public. Parce que le premium de marque, l'imaginaire et la qualité de service sont un système qui est le système Nespresso. Donc, je dirais les éléments, c'est l'inspiration et l'exécution doit être parfaite. Ensuite, il y a la consistance dans le temps, qu'on oublie souvent dans nos métiers. Bien, on se tient à une inspiration, on la fait évoluer, on crée de l'innovation dans un système qui est formellement clos. Il n'y a pas d'innovation fondamentale en pub. Il n'y a pas une nouvelle pub qui fait tordre les gens de rire, ça peut faire sourire, c'est agréable, ce sont des belles publicités, mais ce n'est pas là qu'est le renouvellement. Le renouvellement, il est des produits. Et là, on va vous proposer d'autres origines, d'autres parfums. On est aussi dans une inspiration très bobo. Hein. On s'adresse à des cibles devenues urbaines, mais qui ont envie d'origine, qui ont envie d'exotisme, qui mélangent peut-être dans leur imaginaire la terre de leurs grands-parents et la terre des voyages qu'ils font à Bali ou ailleurs. Et c'est aussi cet imaginaire qu'on enrichit qui permet de faire de Nespresso, dans un cadre formel, consistant et rigoureux, une machine à innover. L'enseignement principal, c'est la modestie et le travail. Parce qu'on peut se dire, ouais, tout le génie est dans l'inspiration, il y a du génie dans l'inspiration, il y a un créateur de Nespresso. Mais il y a aussi la consistance, le détail, qu'exige d'ailleurs tout marketing de distribution et que surexige tout marketing de distribution de premium ou de luxe. Et là, tout est là, y compris le discours des vendeuses dans les magasins Nespresso, le ton des mailings, le nom des produits, le nom des innovations, le ton de la publicité. Il y a un travail sur l'économie de mots, la pureté, le respect, le détail. On est accueilli dans une boutique Nespresso. C'est presque caricatural, comme on le serait dans un palace d'une grande chaîne de luxe aujourd'hui. On y retrouve cette espèce de quiétude, et puis il y a une machine à innover. Donc, il faut être modeste. Il faut se dire qu'on est au service d'une marque et de son projet. Si la raison d'être de la marque est bien définie, il y a aussi des actes, c'est ce qui nous est cher chez Le Burnett, c'est-à-dire des actes de marque qui sont l'essence de ce service nouveau, qui sont très cohérents par rapport à la raison d'être de la marque, et puis formidablement exécutés. Donc travail et modestie.